Parmi les nouvelles espérances données à l'homme, la plus grande n'est-elle pas de retrouver une part de sa jeunesse physique? Cette espérance, l'hétérogreffe nous l'apporte. Mais l'hétérogreffe, c'est-à-dire la transplantation sur un être humain de tissus vivants ou d'organes prélevés chez un autre, n'était possible jusqu'ici que lorsqu'on se trouvait en présence de deux individus présentant une parfaite identité biologique. Il s'agit donc pour nous de modifier biologiquement la nature de l'organisme destiné à recevoir des tissus vivants étrangers. Une de nos méthodes consiste à détruire, au moyen de fortes radiations de rayons X, les anticorps qui font obstacle à l'hétérogreffe. Seulement ces radiations doivent pour cela être portées à une intensité telle que l'être humain n'y survit pas. On pratique alors l'exsanguination. On vide de son sang jusqu'à la dernière goutte le sujet irradié. Salut Julien, comment vas-tu? Mon cher Romain, bien, je suis heureux d'être avec toi. Voilà, c'est pour démarrer visiblement quelque chose de nouveau, même si nos conversations ne sont pas nouvelles, hein, mais à chaque nouveau film, nouvelle aventure de toute façon. Et alors, nouvelle, en fait, t'as raison de dire c'est nouveau et pas nouveau en même temps, c'est juste que j'ai décidé de créer une sorte de petit format, un peu podcast, mais finalement qui fait suite, qui est totalement cohérent avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, puisqu'on avait, jusqu'alors, ça fait toujours écho, hein, au passage, à un petit échange que nous avons chez toi en impro ciné-critique sur Takashi Miike. Il y aura le lien en description de toute façon, donc c'est cette suite du fameux journal de Miike. Et aujourd'hui, donc l'idée, c'est de découvrir pour le coup, d'un peu plus cadrer les échanges qu'on avait sur le cinéma de genre français, puisqu'on avait traité donc les films à la fois d'Alexandre Bustillo et de Julien Maury. On était à jour, hein, sur Alexandre Bustillo et Julien Maury, puisqu'on avait terminé avec le Dévoreur d'âme, le Mangeur d'âme, pardon. Et pour le coup, donc on avait fini aussi la filmographie de Xavier Jeance avec Sous la scène il y a quelques semaines de cela. Et voilà, je t'ai proposé pour le coup qu'on explore, et on a discuté tous les deux, le cinéma de genre français, mais de manière beaucoup plus large que ces quelques réalisateurs, si je puis dire, contemporains, et qu'on aille explorer un petit peu dans l'histoire du cinéma français, les grands classiques du cinéma de genre, ou du cinéma fantastique, ou du cinéma d'horreur, ensemble, sous cette appellation genre d'origine contrôlée. Donc c'est bon, pour faire un petit peu lien avec cette appellation d'origine contrôlée très franco-française évidemment. Et là ici voilà, l'idée c'est d'aller découvrir un petit peu les grands jalons, ou ceux qu'on considère comme étant les grands jalons, ou à la fois les petites étrangetés aussi du cinéma de genre français aussi. Et là on va remonter finalement loin dans le temps, en tout cas d'ici plus que ceux qu'on avait remonté jusqu'alors avec Bustillo et Maury, Xavier Jeance, puisqu'on va découvrir finalement un classique du cinéma fantastique, du cinéma d'horreur français. Et ce que je vais faire, Julien, c'est que je vais un petit peu comme dans Dire Horror Movie, auquel tu as pu participer brillamment, et l'émission dans laquelle tu reviendras cette année indéniablement, je vais te laisser un petit peu dans cette tradition-là, annoncer le film dont il va être question un petit peu ce soir, ou cet après-midi, ou ce matin, ou cette nuit, pourquoi pas, si vous êtes nocturne et que vous découvrez ce podcast à ce moment-là, quel que soit le moment que vous choisissez, nous annoncer un petit peu le film dont il va être question, mon cher Julien. Alors, c'est un film français, déjà, aucune surprise, hein, encore heureux qu'on reste, sinon le concept tombe par terre. Mais le deuxième long métrage d'un certain Georges Franju en 1960, déjà 1960, film de genre français, vous voyez, hein, même si certains s'y étaient essayés avant, hein, bien sûr. Et c'est Les Yeux sans visage que beaucoup de gens, je pense, connaissent au moins de réputation, qui d'ailleurs depuis quelques années des nouveaux jalons cultes, hein, les gens en parlent de plus en plus. Et Les Yeux sans visage, qui est presque co-réalisé et coécrit par Claude Sautet, et ça c'est très étonnant, mais peut-être pas sur certaines écritures de personnages, il y a peut-être du Sautet qui traîne. Et Les Yeux sans visage, on peut le dire, c'est une sorte de drame horrifique, psychologique, qui a inspiré beaucoup de cinéastes et d'œuvres, on en parlera. Et on est presque à la lisière d'un pré-giallo aussi, à certains moments. On pourrait presque y penser. Évidemment, John Carpenter lui-même, tout ça, ont beaucoup apprécié. On citera évidemment d'autres choses plus tard. Et dans Les Yeux sans visage, il va être question de masque et de pacte avec le diable aussi, quelque part, entre un père et une fille qui est dévisagée suite à un accident causé par le père, et le père, par forme de rédemption ou de folie totalement aliénée, veut à tout prix
lui remplacer son visage, puisqu'il est chirurgien esthétique en plus. Et alors là, on a tout un discours sur beaucoup de choses, hein, beaucoup de tropes qu'on connaît évidemment. On en parlera de quelles sont les influences, quelles sont les inspirations, est-ce que ça a pu influencer, mais surtout une œuvre assez unique en son genre, c'est le cas de le dire, à l'époque dans le cinéma français qui voyait la nouvelle vague émerger. Et ce film est une forme de nouvelle vague autre, hein, d'ailleurs, parce que il aurait pu lancer quelque chose dans le cinéma français. Finalement, il est resté assez, on va dire, unique pour quelques années. Peut-être qu'à l'époque, il a été mal reçu, et on en reparlera parce que là aussi, c'est intéressant. C'est presque un ovni en 1960. Où as-tu trouvé ça? Je n'aime pas cette manie de fouiller partout. Je n'ai pas encore eu le temps de t'expliquer, ma petite fille. Bien sûr, tu vois ton nom encadré de noir. Bien. Qu'est-ce que tu imagines? Je n'ai pas besoin d'imaginer. Je vois des choses horribles. Je les vis. Qu'est-ce que tu as encore fait? Ce qu'il fallait faire. Pour ton bien. Toujours pour ton bien, Christiane. Pourtant, en 1960, hein, c'est une très belle année pour ce genre un peu proto-slasher, proto-horrifique psychologique, que ce soit du côté de Michael Powell ou de Alfred Hitchcock, pour cette expression-là, et même de la quatrième dimension. Mon cher Romain, je crois qu'on a pas mal de choses à dire sur un film très riche et très profond, et très philosophique aussi, forcément. Mais c'est vrai que ce que tu disais sur la nouvelle vague, c'est intéressant parce qu'il est en plein boom, si je puis dire, parce que si on prend les jalons de la nouvelle vague, 57-68 en gros, si on prend en tout cas ce qui est le cœur, avec le beau Serge en 57 de Claude Chabrol qui un petit peu marque l'ouverture, il y a ce truc-là effectivement où le film, finalement, si on se réfère un peu à Truffaut, etc., et son admiration pour Hitchcock et le travail qu'il a pu faire, les échanges qu'il a pu avoir avec Hitchcock, finalement le film est aussi très Hitchcockien, à sa manière aussi. C'est vrai que tu parlais de la même année, on a en 60 effectivement Psychose, on a de l'autre côté Michael Powell, donc en couleur avec Le Voyeur. C'est un truc, et c'est une année hyper étrange en fait. C'est une année très très bizarre pour le coup sur ces trois sorties, pour le coup, si je puis dire, réalisées par des réalisateurs européens pour le coup quand même, donc deux Britanniques et un Français. C'est un truc quand même assez étonnant. C'est une sorte d'émulsion un peu particulière à ce moment-là. Sans qu'il y ait forcément de corrélation directe avec, mais ça témoigne peut-être d'une ère du temps, d'une approche un petit peu peut-être singulière, d'un intérêt particulier pour ce genre, et mine de rien en plus avec des liens, des tropes qui font écho en fait les uns aux autres. C'est très très curieux parce qu'effectivement cette question du masque, on en parlera aussi, c'est quelque chose qui est aussi présent dans Psychose dans une certaine mesure, dans le sens où Norman se grime quand même d'une certaine mesure. Bon, on s'en fout, spoil Psychose dans la foulée, mais voilà, il y a quand même ce truc là. Ouais. C'est même, il y a un moment, il y a un visage qui apparaît, sans en dire plus pour l'instant, il y a un visage qui apparaît dans les yeux de son visage, qui va rappeler un peu la mère, hein. Enfin, il y a quelque chose, je me suis dit, c'est fou. Les films communiquent entre eux, alors que pourtant, ils ont été faits chacun dans leur coin à peu près en même temps. C'est vrai. Mais adaptés de romans, les deux. C'est ça qui est aussi intéressant. Alors, peut-être que déjà, dans la littérature de l'époque, il y avait aussi cette idée d'aller approfondir la face sombre de l'humanité et l'horreur presque, on va dire, oui, très réaliste, parce qu'on l'a pas dit, mais Les Yeux sans visage, c'est ça qui fait aussi la force du film, c'est que c'est peut-être pas terre à terre, parce que il y a des choses à dire sur la mise en scène et l'approche, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a fait peur, qui a glacé le sang de beaucoup de spectateurs à l'époque, et encore aujourd'hui, hein, des gens qui sont très, très, très retournés quand ils voient ce film, parce que c'est palpable, quoi. Et même qu'on parlera d'une scène en particulier qui est hyper palpable, hein, et ça prend son temps, le film prend son temps. Et ancre ça dans son architecture, dans ses personnages, et même la musique, enfin bon, oui, musique d'ailleurs quand même, musique j'allais dire, et c'est pas Bernard Herrmann, mais il y a des moments, il y a des accents, oui. des accents hermanniens, mais c'est Maurice Jarre quand même. Maurice Jarre aussi, oui, tout à fait. Voilà. Et ça, je rebondis sur juste une petite anecdote quand tu disais que ça bouscule, c'est vrai que, je pense que j'en avais parlé en off, mais, alors le film à l'époque, quand il est sorti en France, a été interdit moins de 16 ans. Là, aujourd'hui, il y a une régression de l'interdiction pour des questions évidemment d'évolution aussi de notre rapport à l'image et à la violence. Maintenant, je crois qu'il est tout public avec avertissement aujourd'hui. Et ce film-là, pour le coup, ce qui est intéressant, moi, je l'ai montré quand je travaillais en fac et que j'enseignais l'histoire du cinéma français et je parcourais un peu l'histoire du cinéma français. Et j'avais choisi, quand on travaillait sur la nouvelle vague, de travailler un film vraiment de la nouvelle vague, sur la Mariette est en noir de Truffaut. Et j'avais envie de leur montrer un film qui datait de cette époque, qui ne se revendiquait pas véritablement comme étant un film de la nouvelle vague, mais comme je disais tout à l'heure, il incarne dans une certaine mesure une nouvelle vague.
à sa manière, dans le genre peut-être. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais fait travailler donc la séquence dont on va parler tout à l'heure. Et quand je l'ai montré à une des promos, il y a une élève qui a quitté la salle parce qu'elle ne pouvait pas, elle était en pleurs dehors, parce que ça l'a beaucoup touché et beaucoup affecté. C'est extraordinaire parce que ça arrive aujourd'hui, c'est arrivé à l'époque, hein, il y a eu des malaises et tout. Et récemment, je suis tombé sur un article où récemment, il y a des lycéens même qui ont eu une crise d'angoisse collective, récemment encore en salle, en le voyant. C'est-à-dire que c'est un film qui fonctionne encore très bien. Et je pense que même pour la jeunesse d'aujourd'hui, il sera paradoxalement beaucoup plus flippant que, je sais pas, du Conjuring, La Nonne, ou des trucs très gore, parce que c'est pas la violence habituelle qu'on voit là. C'est pas, ça pourrait être des trucs du dark web à un moment dans la scène en question. Justement, il y a une forme de réalisme cru qui prend son temps. Alors c'est pas, voilà, ça va pas gicler dans tous les sens. Et c'est justement ça aussi qui est intéressant. C'est qu'il n'y a pas de sureffet, de surexposition qui pourrait faire tomber ça dans le Grand Guignol. Le Grand Guignol va-t-il faire peur aujourd'hui aux jeunes? Pas vraiment. Et même si c'est fascinant de voir des films qui versent dans le gore, à la lisière presque de la série Z, là on est vraiment dans quelque chose on le sent, c'est dans l'écriture de toute façon. Et à l'écriture, il y a des gens qui ont construit ça ainsi. Boileau-Narcejac, par exemple, un grand duo littéraire, qui ont écrit un bouquin qui a donné vertigo au cinéma après, hein, je dis ça au hasard, et qui est dans cette idée d'approche thriller, film presque noir, policier, à un moment, on a l'impression qu'il cadre ça dans, c'est pour ça qu'il y a la police à un moment, mais il cadre ça dans une réalité comme Claude Sauté d'ailleurs. Et c'est pour ça que la psychologie est mise en avant. Et c'est ça qui fait peur d'ailleurs. Parce que c'est presque l'ovni d'un cinéma très, c'est pas terre à terre, le mot n'est pas bien choisi, mais on pourrait croire dans des carcans habituels, mais avec ce petit truc en plus qui fait que le malaise est là. Et on parle même pas encore là du travail sur le masque, etc., avec Edith Scope, qui reprendra ce masque-là plus tard, des décennies plus tard, dans un de ses derniers rôles chez les Oscarax d'ailleurs, comme quoi ce film a marqué beaucoup de gens. Oui, tout à fait. Alors justement, je vais en profiter pour après cette introduction, si je puis dire, parce que déjà une introduction, et puis pour pas qu'on rentre trop vite dans les choses, même si on a déjà évoqué pas mal de petites choses, tu as déjà un petit peu grappillé des petits éléments qu'on va un peu creuser par la suite. Je voulais te demander peut-être dans un premier temps, parce que finalement tu as déjà synopsisé le film et je t'en remercie parce que tu sais combien je n'aime pas le synopsis parce que j'en dis beaucoup trop. Donc merci, c'est automatique, c'est parfait. Je voulais quand même te poser la question tout simplement. Quand est-ce que tu as découvert le film? Parce que c'est vrai que je ne l'avais pas posé sur le conducteur que j'avais prévu, mais je voulais savoir un petit peu quelles ont été les conditions, quand est-ce que tu as découvert et quelles ont été tes conditions de découverte. Parce que ça m'intéresse, je rebondirai certainement après dessus sur les miennes, mais savoir un petit peu voilà quelle a été ta première découverte, ta première rencontre avec Les Yeux sans visage. Puisque je sais, d'ailleurs au passé il me semble, donc que tu as fait, c'est pas que tu me semble, je sais que tu as fait une vidéo sur ta chaîne, N'importe ciné critique au tout début de ta chaîne, ou en tout cas il y a quelques années. Je me suis rendu compte d'ailleurs en la revoyant que je l'avais vu, puisque j'avais même laissé un commentaire dessus. Et je l'ai revu pour me remettre à jour. Ah mais c'est ça, voilà, j'ai découvert à cette époque-là parce que des gens commençaient à beaucoup en parler. Voilà, j'ai eu ouï dire je sais pas s'il y avait pas une ressortie à l'époque, c'est probable. Alors peut-être pas en version restaurée, mais dans des cinémas, dans des ciné-clubs. Et le film a été remis vraiment en avant il y a 5-6 ans, hein, grosso modo, dans ces eaux-là, quoi. Et ça a été pour moi une grande découverte. C'est-à-dire que je vois ce film, on m'en dit du bien. Alors, c'est toujours le piège. Attention, tu vas voir et tout. Mais je suis rentré dedans et j'ai pas décroché. D'ailleurs, comme là, le revisionnage, il y a une forme de suspension dans le temps et on vit. C'est traumatisant sur certains points parce que c'est même très triste, je trouve. On a des personnages pathétiques ou pris dans leur propre piège dedans. On a les 3 personnages principaux. Il y a rien qui est sur le papier, il y a rien qui est joyeux quand même. Quoi, même si à la fin on en parlera plus tard. De toute façon, on finira par spoiler gaiement très rapidement. Hein. Oui, totalement. Et c'est vrai que il y a tout un travail d'atmosphère. Et il y a même des scènes, c'est très étonnant. Alors pas si étonnant que ça non plus pour le cinéma de l'époque, mais qui prennent vraiment leur temps d'introduire des choses. Bon, il y a une scène qui paraît mais absolument anodine sur le papier. C'est l'arrivée donc du maître des lieux, le père, dans son manoir, dans son antre, alors qui est situé à côté de la clinique. Une clinique, voilà, elle est là, il s'occupe de malades divers et variés. Et à un moment, il y a une frontière à ne pas dépasser pour les patients, qui va mener à travers la forêt. On a quand même les tropes du conte, hein, déjà, parce que il y a quelque chose du conte dans ce film. Et dans ce manoir, et on le suit. On prend son temps, il rentre par derrière, il y a des bruits de chiens qui sur le papier, on se dit oui, il a des chiens. Voilà. Il y a une grande importance derrière. Et la caméra le suit, ça prend son temps, il passe une porte, puis une autre porte. Ça peut paraître anodin,
les gens, certains pourraient dire c'est paresseux, ça raconte rien, mais moi, au contraire, je dirais que ça raconte tout, justement. C'est le grand Manitou qui rentre là et qui passe de ce, ben lui aussi il a un masque, hein, de ce médecin, on va dire, adulé, qui a l'air très clean sur lui, à ce docteur Frankenstein absolu, qui est pas loin de Faust, hein, aussi, du coup. Et on rentre dans son antre, qui est d'ailleurs la maison aussi, l'idée de l'architecture. Il y a une importance du haut, il y a une importance du bas. On en parlera aussi là-dessus. Donc, il y a un vrai travail, et c'est dans l'écriture, et c'est dans l'architecture, avec Auguste Capelier qui s'occupait des décors. On va le citer parce que il a beaucoup travaillé avec Trauner et Carnet, qui sont quand même des duos de réalisateurs, décorateurs de l'époque, enfin, un peu avant, du coup, quand même, bien avant même. Mais il était à la bonne école. Et donc, alors je pense qu'ils ont tourné dans un vrai château. Il y a beaucoup de décors naturels, hein, aussi. Il y a du travail sur le naturel. Et ça fait, on peut revoir le film de façon silencieuse, sans les dialogues et tout. Ça marche tout autant, par exemple. Et ça, c'est d'ailleurs l'apanage des grands films, souvent. C'est que vous pouvez couper le son. Ou vous pouvez que n'écouter le film, l'un ou l'autre. Il y a quelque chose qui va jaillir dans l'ambiance, quand même. Dans les silences, dans le tempo. Donc, il y a plein de petites scènes comme ça. Et oui, ça peut être désarçonnant quand on est habitué à du cinéma qui part dans tous les sens. Et c'est pour ça que c'est aussi un film d'auteur, entre guillemets, même si totalement, ouais. Le style est galvaudé, l'appellation peut être galvaudée, mais auteur de genre, au cinéma français des années 60, est-ce qu'on a un deuxième film comme ça à l'époque? J'avoue, je cherche, hein. Alors, il y en a peut-être des très méconnus. Toi qui es une bible là-dedans, peut-être que t'en connais d'autres. Mais là, on est vraiment sur un équilibre qui a été rarement tenu, du moins à cette époque-là, et pas qu'en France d'ailleurs, hein, même pas qu'en France. C'est vrai que c'est hyper unique, hein, comme œuvre. Il y a des choses, ça ressemble à peu de trucs que tu as pu voir. Je trouve que même s'il y a des influences qui sont d'ailleurs françaises ou qui sont des influences dans d'autres cinémas d'autres pays, il y a quelque chose d'assez unique, comme tu dis. Moi, j'aime beaucoup cette idée où il y a vraiment un travail, où on a parlé un petit peu en off, mais on en reparlera de la quatrième dimension, tu l'as parlé tout à l'heure aussi. Il y a quelque chose là-dedans, en fait, où moi, j'ai l'impression que c'est un long épisode de la quatrième dimension aussi. Exactement. Et j'en citerai un. En fait, j'ai un film en tête comme ça, mais il est américain et il est plus dans le fantastique, clairement. C'est Le Carnaval des âmes de Herk Harvey, qui d'ailleurs, je crois que c'était son seul film, monsieur, qui est un peu comme ça. Alors, lui, il verse dans le fantastique, mais c'est un fantastique qui est tenu, hein, quand même aussi. C'est des films comme ça, qui sont suspendus. Et il se passe quelque chose, il y a une magie unique. Et pourtant, ils ont beaucoup marqué beaucoup de créateurs par la suite. Et c'est pour ça que je suis assez, pour moi que je considère quand même que c'est un film fantastique, peut-être au sens, peut-être plutôt de revient du terme, au sens où on est vraiment dans une hésitation. T'as très bien dit un truc que je trouve qui est vachement intéressant, c'est, parce qu'il y a un truc effectivement scénographique qui est vachement intéressant. Il y a la clinique et le manoir. Il y a, comme tu l'as très bien dit, t'as utilisé le mot parfait, t'as utilisé cette idée de la frontière à ne pas dépasser. Et le fantastique, c'est, on l'avait déjà dit, je crois, mais je crois que c'est ensemble quand on avait parlé aussi, hein, mais c'est cette frontière qui n'a pas véritablement de frontière. C'est ce territoire frontière qui marque la distinction entre la réalité et l'imaginaire. Et je trouve que quand on bascule dans cette clinique, tu as parlé du conte, on bascule dans un territoire qui n'est plus le côté très naturel, très rationnel de la clinique. Il y a quelque chose qui est presque, qui monte les escaliers pour aller rejoindre sa fille tout en haut. Il y a ce côté où c'est un donjon, littéralement. Elle est enfermée dans le donjon et il monte la chercher. Effectivement, tu l'as dit, il retire ce masque d'éminent scientifique pour redevenir presque ce savant fou qui fomente des expériences qu'il ne devrait pas faire dans ce lieu caché. Et puis effectivement, il y a ce sous-sol dans lequel il descend et je vais invoquer un concept que moi j'aime beaucoup, c'est pour ça que je le dis tout le temps, mais je trouve que c'est un concept, le Return of the Repressed de Robin Hood, quand il parle notamment de Vomit et notamment de Psychose aussi, quand il parle de cette idée qu'il y a aussi cette idée dans le sous-sol qui est souvent, dans lequel s'incarnent très souvent toutes les abjections, toutes les perversions, toutes les perversions de la nature, pour le coup littéralement ici. On a le refoulé de ces personnages qui sont cachés dessous et qui ne demandent qu'à sortir et à s'enfuir. Et je trouve que toute cette architecture, il y a quelque chose de psychanalytiquement extrêmement fort, en fait, qui marche hyper bien. Et tout ça, tu l'as très bien dit, est très bien pensé, très bien écrit et très bien scénographié, puisque tout ça transparaît dans les décors. Il y a quelque chose vraiment de l'expression de l'état interne des personnages qui semble déborder sur ce décor, presque pour le coup, presque vraiment imaginaire. Ce truc-là, dans le cinéma anglais, il y a souvent ce truc-là, moi, que j'aime bien, et qui là, pour le coup, tu contrecarres celui-là, et tu as raison de le dire, c'est qu'en cinéma anglais, très souvent, je pense au film de la Meur, le lieu fantastique est souvent un lieu qui est refait en studio, c'est-à-dire qu'on va travailler en décor naturel, et quand on bascule dans le fantastique,
on va basculer dans des décors de studio, et c'est justement parce qu'on revendique ces décors de studio que ça paraît étrange, parce que immédiatement ça paraît factice, mais c'est normal, c'est fantastique. Et là, justement, il va jouer plutôt sur le réalisme à fond, mais c'est pas tant l'aspect qu'a le décor que sa scénographie et son organisation, sa structure, qui témoignent d'un truc qui, soudainement, me donne l'impression de quelque chose d'irréel. Et ça va être renforcé, tu parlais des chiens déjà, moi je pense aux oiseaux aussi dans la cage, moi je trouve tout le final, et on va revenir, de toute façon, je reste sur cette idée qu'il n'y a pas de zone spoiler véritablement dans ce truc-là, on spoil directement, mais je le dis à partir de maintenant, on va pouvoir spoiler gaiement, de toute façon, parce qu'on l'a pas fait jusqu'à maintenant, donc autant, voilà, je lance ça, les hostilités maintenant si tu veux spoiler, mais tout ce plan final, avec le personnage d'Hiccup dehors, avec les oiseaux qui sont autour d'elle, les chiens, etc., il y a quelque chose. Moi, à certains moments, en revoyant le film, je me suis dit, j'ai revu, étrangement, Blanche-Neige ou Belle, presque entourée de tous ces animaux qui volent autour d'eux, ces oiseaux, etc. Mais en pervertissant, en fait, ce motif-là du conte, et c'est super intéressant. C'est vrai que sur cette chose-là, à la fin, enfin, tu prends le film à part, tu isoles la séquence, c'est une sorte de contre Disney, oui. Un Disney fantomatique, c'est-à-dire, l'impression qu'à la fin, c'est une sorte de spectre qui s'évade enfin de cette maison hantée, parce que, on peut le dire, mais le personnage principal, joué par Edith Scobb, donc la fille du savant fou, elle est comme morte. De toute façon, elle est annoncée comme morte. Il l'a fait mourir, en trafiquant, en soi-disant en reconnaissant sa fille, pour la faire disparaître. Ce qui est d'ailleurs dans le paradoxe absolu, il essaye de la faire renaître avec son nouveau visage, mais en fait il la tue. Il a tué sa fille comme il n'a pas pu vraiment la tuer dans cet accident de voiture qu'il a provoqué, parce que visiblement il conduisait comme un fou. Donc c'est le savant fou et tout. Et d'ailleurs c'est son seul souhait à un moment, c'est limite, elle veut mourir, quoi. Enfin, elle le dit, j'aurais dû mourir dans cet accident. Il l'a fait mourir aux yeux de la loi légalement. Donc, quoi qu'il arrive, quand bien même il lui redonnerait un visage et tout, elle pourrait même pas vivre normalement, en fait. Et elle serait même plus elle-même. Elle serait obligée de se cacher, d'avoir une autre identité. Comme là, elle est obligée de se cacher. C'est pour ça que je parlais de tristesse absolue et elle est dans son donjon. Elle est prisonnière, et quoi qu'il arrive, même si elle arrive à s'en sortir à la fin, on peut toujours imaginer ce qu'elle veut. On pourrait toujours imaginer qu'elle aille, je sais pas, dans le marécage à côté, qu'elle se jette dedans. Hein. Oui, c'est vrai. Avant de se libérer, en se libérant, elle tue quelqu'un quand même. Elle tue, on va dire entre guillemets, la sorcière du conte, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Celle qui doit tout au savant fou, qui a elle eu aussi un problème au visage, et il a réussi à faire quelque chose sur elle, sans faire une transplantation, mais à lui réparer son visage. Et depuis, elle est obligée de suivre. Elle aussi, elle est prisonnière. Hein. D'ailleurs, jouée par une grande actrice italienne. C'est très étonnant de la retrouver dans un film comme ça. Incroyable. Alida Valli, qui a quand même tourné avant chez Visconti, chez Antonioni, et pas dans des petits rôles en plus. Hein. Et là, elle est là, et qu'est-ce qu'elle imprègne par sa présence. Le choix des trois acteurs principaux. Bon, Edith Scobb, dont on voit jamais vraiment le visage. Pierre Brasseur, qui est égal à lui-même, mais qui a justement ce côté posé, flippant, naturel, et qui paraît ne pas l'être, un peu faussement débonnaire, mais derrière un peu cassant aussi peut-être, quand il parle à ces dames âgées bourgeoises qui rêvent de la jeunesse éternelle, en mode oui, mais c'est trop tard pour vous, qu'il leur dit. Ça va. Il y a un petit côté cynique aussi là, c'est intéressant ça. Accepter qui on est et de vieillir normalement. C'est commencé à en parler déjà dans les années 60, où pourtant tout ce qui était chirurgie esthétique, c'était pas trop à la mode. Et puis donc ce trio là, quoi. Et c'est un vrai trio qui fonctionne. Hein. Il y a quelque chose, il y a un vrai triangle qui se met en place, et il y a une communication psychologique sur ces trois protagonistes qui est brillamment écrite. Et là, je pense qu'on a dû sauter derrière aussi. Moi, je suis quasi persuadé. Et puis tu parles de Pierre Brasseur, on peut aussi parler effectivement, mais alors qui est dans un rôle un peu plus secondaire si on revient sur les alcools, mais Claude Brasseur aussi, qui joue un des policiers aussi, ce qui est assez amusant en fait de les retrouver tous les deux, pas réellement face à face, parce qu'il me semble qu'ils n'occupent jamais une séquence véritablement ensemble, si peut-être si sur la fin. Peut-être en champ contre champ, mais peut-être pas dans le même temps. On est à vérifier, oui. Mais c'est assez, le casting est assez amusant et assez étonnant en fait sur plein de choses. Effectivement, ce triangle fonctionne très bien. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que le personnage donc interprété par Edith Scobb, donc de cette jeune femme enfermée, qui, tu l'as très bien dit, est un fantôme qui erre effectivement dans les couloirs, dans ces couloirs de cette maison, dans le sous-sol de cette maison. Elle est en plus continuellement doublée par d'autres personnages qui lui ressemblent, puisque le fait pour trouver des visages, toute la thématique du double est vachement bien tenue aussi, puisque on va suivre aussi un petit peu presque à la manière de ce qu'on trouve dans Psychose aussi. Je trouve que c'est assez curieux en fait, ces personnages qu'on va suivre,
qu'on pourrait Ou croire être Vertigo. les héroïnes, ou Vertigo, voilà, tout à fait, Parce que dans le double à Vertigo aussi, c'est pour ça que Boileau, Narcejac, s'ils sont là, totalement. bon, ils ont trifouillé cette idée avant déjà. Mais oui, je pense que Hitchcock, alors je ne sais pas s'il s'est exprimé sur le film, s'il l'a vu après, parce qu'il voyait quand même beaucoup de films. Il a dû se dire, c'est partie de ces films où il a peut-être été jaloux de pas l'avoir fait. J'en sais rien. Et d'ailleurs, tu parles de Psychose, mais alors d'emblée, il y a la scène d'arrivée, scène en voiture avec une femme qui conduit, c'est pratiquement les mêmes scènes. Alors, c'est pas la même chose, parce que l'une, c'est donc, oui et non. Il y en a une qui fuit, donc, avec l'argent. Donc, quand même. voilà. Mais elle fuit quand même avec quelque chose d'encombrant dans la voiture, si je puis dire. Il faut qu'elle C'est ça, oui. Alors que là, c'est la bras droit, si vous voulez, du docteur qui a kidnappé, et d'ailleurs, jeu avec le rétroviseur central, qui, pour l'époque, c'est quand même ça un travail de plan qui est assez original aussi. Et d'ailleurs, ça se voit cette scène-là particulière, on sent qu'elle a inspiré d'autres films derrière. Il y a un truc. Alors, ça a peut-être été fait avant aussi, c'est probable. Mais voilà, elle est allée chercher cette jeune fille. Enfin, en gros, la jeune fille est morte en fait déjà. Hein, c'est le cadavre. Hein. Elle va être jetée voilà. Et après, il en faudra une autre. D'ailleurs, il y a l'autre fille principale, Edna, très très bien interprétée par Juliette Ménel aussi, qui est un peu la scream girl à un moment. Tout à fait. Alors, si on a une scream girl, ce qui pour l'époque devait être rare aussi. Le scream queen, hein, comme on disait. C'est ça. C'est vachement étonnant parce qu'effectivement, le fait de jouer sur ces deux, parce qu'il y a quand même 3 personnages qui ressemblent, qui vont être assassinés, enfin, les 2 premières vont être assassinées, la 3e s'en sort, si je puis dire. Il y a quand même ce truc qui est vraiment intéressant de presque, alors c'est pas véritablement le cas comme dans Hitchcock non plus, mais de la dilution de la fonction sujet, où il y a un personnage qu'on pense suivre jusqu'au bout qui va s'en sortir, celle du milieu, la 2e, mais qui va être aussi, pour le coup, qui va perdre son visage et qui va mourir aussi et dont on va se débarrasser aussi, exactement comme on va suivre le premier personnage de Marion Crane dans Psychose, et qui va au milieu du film aussi trépasser. Et je trouve que même ce travail, alors qui est une fausse, c'est pas vraiment la dilution de fonction sujet, parce qu'on parle plutôt du protagoniste quand on parle de la dilution de la fonction sujet, ou de l'impression, l'illusion donnée d'un protagoniste, qui est le cas de Marion Crane, qu'on va perdre à la moitié, on va changer de personnage, et pour le coup, on va basculer vers Norman, principalement, puisque on rappelle sur ce plan de la voiture, avec le regard de Norman, et à ce moment-là, Hitchcock, dans son génie, vous force avec de la direction de spectateur à avoir de la compassion et finalement de vous identifier à Norman à ce moment-là, ne sachant pas évidemment ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, le personnage donc d'Edna, là, qui est la fille principale, c'est elle qui va réussir à transmettre provisoirement, hein, malgré elle, hein, le visage à Christiane. Elle va faire ce que Christiane n'a jamais pu faire ou oser faire dans la panique évidemment. Et elle va monter dans la chambre de Christiane, elle va se jeter. C'est comme un acte de suicide faussement libérateur, parce que c'est un peu ça. Et elle, au moment aussi, les yeux sans visage, parce qu'on a un plan sur ses yeux, la pauvre fille, elle aussi, c'est les yeux sans visage, hein, parce qu'elle a plus de visage. Là, l'idée du double entre Edna et donc Christiane est fatale. Mais elle est allée au bout elle en est morte, mais plus par panique. Ce que Christiane n'a jamais osé faire, se jeter de son donjon. C'est intéressant, ça. Et c'est pas ça, tu parles beaucoup des yeux, effectivement, le gros plan sur les yeux, enfin le très gros plan sur les yeux est un motif extrêmement récurrent du film. En même temps que, juste avant de revoir, c'était assez amusant, pareil, c'est un lien, est-ce que Jonathan Demme a vu ça? Je ne sais pas. Mais quand je revois Le Silence des Agneaux, c'est quand même très étonnant aussi de revoir ces très gros plans sur les regards, sur les yeux bleus d'Anthony Hopkins dans le cas du Silence des Agneaux. C'est assez curieux. C'est pareil, je trouve ça assez troublant. Mais en plus, le tueur en série qui coupait les peaux et tout pour. Tout à fait. C'est pas tout à fait pareil, mais dans l'idée, lui aussi, une sorte de savant fou pour devenir quelqu'un d'autre. Pas pour récupérer quelque chose, mais pour être la personne qu'il voulait être. C'est-à-dire, il voulait être une femme, il veut se transformer lui-même, il veut être femme lui-même et se prendre en main là-dessus. Bon, il y avait tout un discours derrière, hein, qui était très psychologique d'ailleurs, hein, parce que quand on y pense. La société ne lui a pas offert cette possibilité, mais en même temps, lui, il a été complètement marginalisé par la société, il est devenu fou, il n'a pas été, ça c'est l'Amérique, hein. Il n'a pas été traité, et du coup il était en liberté. Les fameux tueurs en série américains, hein, on connaît pourquoi il y a beaucoup de tueurs en série américains. Ben, vous demandez au système de santé, la psychologie, la prise en main, c'est compliqué. Mais c'est vrai que j'y ai pensé à un moment, c'est dans des agneaux. Et en plus, l'histoire des agneaux, là, bon, là, c'est plutôt des chiens et des oiseaux. Des chiens. Mais là, c'est vrai que même dans le tempo du Silence des agneaux, parfois, il y a des choses puis il y a l'entre-sous-sol, là où est Hannibal Lecter, hein, si on veut. On peut, oui, mais tout à fait. Enfin, c'est pas vraiment un sous-sol, mais on peut imaginer. C'est comme s'ils étaient enfermés dans des caves. Ben, il y a la cave du tueur aussi.
Oui, et tout le sous-sol de Buffalo Bill, par exemple, qui est vraiment Ah, littéralement au sous-sol aussi. Voilà, tout à fait. Donc, Et il y a un chien. Et il y a un et chien. il y a un chien aussi. Oui, mais c'est hyper étonnant. Et puis le rapport aux animaux aussi est présent avec les papillons. Enfin, il y a plein de Bien choses, en fait. sûr. Ils sont très, très curieuses, en fait. C'est pour ça que je trouve que alors c'est un hasard, c'est une coïncidence parce que je le revoyais, mais en revoyant les yeux visage dans la foulée, je trouvais que le travail notamment sur le regard est vachement intéressant. Et effectivement, comme tu dis, finalement, tous les personnages ramènent à ce motif des yeux sans visage. On y reviendra sur la séquence aussi, puisque les masques ne laissent que systématiquement transparaître les yeux, que ce soit les masques du médecin qui sont en train d'opérer, etc. Donc c'est assez fascinant, les gros plans sur le visage des jeunes femmes qu'il choisit pour incarner pour pouvoir réparer, si je puis dire, sa fille, réparer son erreur. C'est sur les yeux qu'on s'appesantit énormément. Et souvent, on dit que le regard est le reflet de l'âme. Tout à fait. Edith Cobb, elle est extraordinaire dans son jeu de regard quand on voit que ses yeux à travers son masque, le fameux masque en latex. Hein. D'ailleurs, c'était peut-être la première fois qu'ils utilisaient un masque en latex comme ça à l'époque. Ce masque qui a donc assez inspiré, on va dire, John Carpenter pour Halloween. Voilà, même c'est un mélange entre Star Trek et ça, si vous voulez. Oui, c'est très amusant. Et du coup, le jeu de détresse absolue d'Edith Cobb sur ce moment-là aussi. C'est-à-dire que, en plus, elle supporte même pas son masque. Elle supporte pas son visage, mais elle supporte pas son masque non plus. Alors, on a beau lui avoir retiré tous les miroirs, elle peut quand même voir au moindre reflet sur un couteau. Elle peut quand même revoir quelque chose. C'est dramatique. C'est une prison dans la prison, en fait. Une prison mentale dans une prison physique. Et ouais. Voilà, l'importance des yeux dans le cinéma d'horreur et tout aussi, c'est partie de ces tropes-là dans le cinéma d'horreur, des films qui me marquent souvent autour des yeux, où il se passe quelque chose autour des yeux. Bon, moi je pense à Angustia de Bigas Luna, c'est pas pareil, mais c'est encore plus violent, ça exorbite, on va dire. Mais c'est un très grand film, Angustia de Bigas Luna. Incroyable. Tout à fait. Que même Quentin Dupieux a dû adorer, parce que sur la mise en abîme, c'est hallucinant. Et je pense que Quentin Dupieux a dû aimer Les yeux sans visage aussi. On va lui demander un jour parce qu'il aime bien ce cinéma-là. Mais oui, il y a tout un travail. Et alors, il y a peu de gros plans dans le film, mais quand il y en a, ils sont là pour quelque chose. J'étais sûr de réussir. Et dire que tu doutais de moi. Maintenant, tu as ton beau visage. Ton vrai visage. Tu vas pouvoir revivre. C'est vrai. Mais il faut aussi que je ressuscite pour les autres. Comment faire? Alors justement, tiens, j'en profite, on bascule sur les visages, justement, je t'avais proposé 2 thématiques, en fait, autour du film pour réfléchir. Alors, en fait, en réalité, la première, on a commencé véritablement à en parler, mais en fait, on ne peut qu'y venir très rapidement, puisque finalement, c'est la thématique. J'ai proposé 2 thématiques, donc je propose qu'on discute un petit peu autour, même si on a commencé la première, donc je la cite juste maintenant, mais on va pouvoir continuer peut-être là-dessus. Je t'avais proposé donc une formulation qui était des visages et des masques, et puis la seconde, on y verra peut-être un petit peu, parce que je trouvais que c'était intéressant aussi, des animaux et des hommes. Alors voilà, qu'est-ce que tu aurais à dire, bon, même si on a commencé un petit peu là-dessus, mais sur des visages, pardon, et des masques, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais rajouter? Parce que finalement, on a commencé à en parler. Bah déjà, c'est bon, la tragédie du film central, elle est là, c'est que une fille sans visage, mais avec un masque, mais même ce masque, pour elle, ne peut pas faire office de nouveau visage. Donc déjà, comme je le citais là juste avant, cette idée de double trauma, de double prison mentale. Et ce masque est une sorte de prison. C'est pas le masque de fer, là, hein. C'est le masque de latex, mais dans l'idée, on n'en est pas loin. Elle qui a été privée de son visage par la faute du père. Le père essaye de racheter sa faute, mais il ne comprend rien à sa fille. Et il l'enferme dans cette idée d'espoir qu'elle ait un nouveau visage. Et en plus, entre-temps, de façon éphémère, en attendant, elle est enfermée derrière un masque. C'est quand même c'est la double peine. Vous avez donc le double, Edna, qui elle va perdre son visage et derrière son bandeau va tomber donc du donjon. Alors c'est là où ça rappelle cet épisode de la 4e dimension, pas tout à fait dans la même thématique, ce qui est en forme dystopie, hein, sur l'apparence, qui s'appelle L'œil de l'admirateur, The Eye of the Beholder, qui est sorti, mais ouais, la même année. Décidément, 1960, qui est un des grands épisodes de la 4e dimension. Parce que, bon, petit aparté là-dessus, tu as beau tout voir venir, c'est quand même extraordinaire dans l'ambiance, le jeu de l'ombre, et là aussi d'ailleurs, hein, le jeu de clair-obscur, on en a aussi dans ce film. Ça va, visage, masque, c'est forcément des fois il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on voit pas, ou des choses qui sont là mais qu'on ne peut pas voir.
Et comme tu disais, bien on en parlera dans la scène plus tard. Même on en parlait avant aussi avec le masque professionnel de ce médecin qui a du mal à masquer le père qu'il est. Et d'ailleurs, de toute façon, d'emblée, on le sent, il promet une quête impossible de jeunesse éternelle à ses patientes, etc., dans une sorte de conférence hors du temps. On voit que la haute bourgeoisie locale qui, en gros, s'ennuie, donc espérerait arriver à avoir l'apparence ultime pour toujours. Mais lui, il y croit même pas. Et après, derrière, c'est même pas ça qui peut faire Truffaut aussi. D'ailleurs, c'est vrai, ce moment-là aussi. Et c'est le discours social, hein. Alors, c'est pas l'enfant sauvage, mais c'est autre chose. Mais j'y ai pensé en même temps en le revoyant, hein, des séquences qu'on pourrait trouver dans l'enfant sauvage, donc. Et puis après, bah voilà, quand il revêt à nouveau le masque du père, c'est le masque du tyran. Ça rappelle aussi cette citation dans Sleepy Hollow, hein, le masque de la vertu du père. Voilà, il en est d'autant plus terrifiant qu'il garde son visage, lui. Mais ces deux fonctions-là, il est toujours impassible. C'est-à-dire qu'il a une sorte de masque impassible, ce monsieur. Il laisse transparaître aucune émotion, même dans cette quête de rédemption qui est plus en mode égocentré, plus que sauver sa fille. Moi je trouve ça d'une tristesse. C'est un vrai monstre en fait, hein. Totalement. Vrai monstre. C'est lui le monstre de Frankenstein, mais mental. Et pourtant, il veut reconstruire une sorte de, il veut reconstruire sa fille avec des morceaux de visage d'autres personnes. Et puis même à un moment, il est tellement monstrueux, il y a plusieurs trucs, hein. Et à un moment, il y a le personnage d'Edna qui meurt, elle saute par la fenêtre. Après, il va aller littéralement profaner une sépulture pour la mettre dedans. Hein. Tout à fait. Et puis on voit d'ailleurs sa bras droit, elle commence à craquer à côté. Elle commence à craquer. C'est vrai qu'on sent pour le coup le masque de son bras droit progressivement se fissurer aussi. En fait, là où au début elle apparaît finalement très sûre d'elle, elle porte effectivement ce masque aussi assez impassible au début. Tu parles de la séquence dans la voiture, elle semble impassible, mais plus elle avance, plus elle voit jusqu'où il va, plus son masque se fissure. Et je trouve que justement ce moment où elle montre cette cicatrice cachée, qu'elle fait littéralement tomber le masque, mais qu'en réalité tomber l'écharpe, et qu'elle montre cette cicatrice, là à ce moment-là effectivement tout se fissure et tout tombe. Je trouve que cette séquence-là, et j'irais presque que le personnage d'Easy Cobb, littéralement, quand elle lui plante pour le coup, le scalpel dans la gorge, c'est dans la gorge, c'est comme si elle rouvrait la cicatrice. Voilà. Pour toujours. Et d'ailleurs, elle la tue. Le masque. Et elle la tue, voilà. Et c'est intéressant parce que elle a le masque du devoir, c'est-à-dire qu'elle doit à ce savant fou son nouveau visage. Donc, en gros, tout lui est dû. Elle lui obéit aveuglément. Et à un moment, quand elle va chercher une fille, donc pour la mener au manoir en mode on a une chambre pour vous, Edna du coup, elle passe devant une sorte de théâtre et il y a la représentation d'une pièce qui s'appelle Victime du devoir. C'est très très drôle parce que tu as une sorte d'ironie dans la mise en scène en mode elle est la victime du devoir et la jeune fille aussi va être victime du devoir de devoir combattre, devoir lutter, de devoir je sais pas moi, le père il essaye de battre la fatalité quoi. Enfin, c'est quelque chose et donc évidemment que tout est écrit là. Tout est écrit et je pense que le film a été super bien préparé aussi. Sur les moindres détails. Tu sais que tu parles de la fatalité, il y a une vraie écriture de tragédie en fait. C'est que pour moi le film est une tragédie. Et on est dans l'absurde aussi. Et dans l'absurde, effectivement. Complètement une quête de l'absurde. Déjà cette soi-disant jeunesse éternelle promise à des dames qui de toute façon c'est trop tard pour elles. La scène elle est absurde, mais là on est dans l'absurdité d'une rédemption qui l'enfonce encore plus dans les enfers le père. C'est-à-dire que non seulement il a failli tuer sa fille, il l'a défigurée, mais derrière ce qu'il fait c'est encore pire pour éventuellement la sauver, mais en plus c'est tellement absurde que la greffe ne prend pas. Parce qu'à un moment il y a dans le visage, on voit elle a un visage, mais c'est temporaire et ce qui est terrible c'est qu'il y a une ellipse avec des photos. On voit ça décline de photo en photo. Ça aussi c'est un procédé cinématographique exceptionnel. C'est-à-dire qu'on voit avec des clichés pris qu'elle retombe dans l'enfer d'avant, mais de toute façon, non mais bref. Il y a un côté en fait effectivement. Ça me rappelle quelque chose aussi, cette idée du visage qui se décompose. Je crois que c'est un épisode des Contes de la Crypte. Et moi curieusement au niveau de la mise en scène de la photo, moi j'y ai pensé en le revoyant à Chris Marker aussi et au roman photo avec la question finalement de cette idée de la jeter. Et je trouve ça assez étonnant en fait de voir ces procédés qui sont des procédés pour le coup qu'on retrouve dans la Nouvelle Vague à l'aune de Chris Marker en tous les cas. Et qui est une séquence très étrange parce que finalement elle est très, ce qui est intéressant c'est qu'elle est très factuelle, très clinique dans ce qu'elle dit,
de voir effectivement ce visage se désagréger, ce masque qu'on a posé littéralement quand on est, parce qu'on parlera de la séquence, mais le fait d'arracher le visage, on y reviendra, mais on voit l'effet spécial, en fait. C'est ça que je trouve génial dans cette séquence-là dont on parlera tout à l'heure. On voit l'effet spécial du visage, mais c'est justement ce qui va renforcer le sens que ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne voit que ce n'est plus la peau, puisqu'il y a il y a une substitution, et ça devient littéralement ce masque de latex qu'on va retirer. C'est pour ça aussi, je pense que la séquence, c'est très forte, parce qu'elle est choquante dans ses imperfections. On y reviendra après, mais elle est imparfaite, mais justement, ces imperfections servent la métaphore, et c'est d'autant plus fort à ce moment-là. Et pour revenir sur j'en redis juste là-dessus, je trouve que ce montage dont tu parles, moi, c'est un montage qui me travaille énormément à chaque fois que je le vois, parce qu'il ramène justement à un rejet de greffe qui est traité de manière, encore une fois, très réaliste et très clinique. Je pense aussi, je me demande si, ça paraît évident que des gens comme Cronenberg, par exemple, ont vu ça, parce que c'est quand même un film qui témoigne de la body horror aussi. C'est de la body horror. C'est difficilement pensable autrement, en fait. Et je pense que cette désagrégation du corps, elle n'a pas pu ne pas être vue par des gens comme Cronenberg aussi. Je trouve que, évidemment, c'est plus soft, c'est peut-être moins graphique, mais dans la manière dont c'est traité, froidement et de manière extrêmement clinique, et avec finalement une désagrégation qui n'est pas exacerbée, exagérée, ça rend la séquence extrêmement dure. Et encore une fois, cette question, tu le disais tout à l'heure, de l'absurde, de quelque chose qui est presque, encore une fois, on parle très souvent du mythe de Sisyphe dans nos échanges, dans cette idée de grimper, de parvenir à quelque chose et finalement de retomber derrière pour finalement continuer. Ce truc-là est infini, cette quête du personnage du médecin. Si elle n'est pas brisée, en tout cas cette boucle, elle continuera et on s'entend déjà que de toute façon ça se faisait déjà depuis longtemps et que cette boucle, il va falloir au bout d'un moment la briser. C'est vrai que l'absurde, c'est souvent l'horreur la plus existentielle possible. Hein, de toute façon, oui. On voit à Camus qui en parlait aussi, et Dostoïevski, si vous voulez. Dostoïevski, oui, tout à fait. Plein de choses. Hein. En ce moment, je suis un peu sur un cycle Dostoïevski, donc ça tombe bien en lecture. Mais sinon, pour revenir, voilà, l'épisode de la quatrième dimension. Oui, Les Contes de la Crypte, c'est un épisode avec la mère de Marty McFly, Léa Thompson, qui s'appelle Beauté meurtrière, où elle essaye d'avoir la jeunesse éternelle avec un masque. Alors là, c'est la quête de jeunesse éternelle. C'est exactement ce que le savant fou dit en médecin à ces dames âgées là. Et l'idée qu'elle se pose un masque et elle va avoir elle va vieillir de plus en plus et elle va finir par être criminelle à cause de ça. Et c'est pas tout à fait la même chose, mais cette idée aussi de descente aux enfers, mais autrement. Voilà. Mais c'est ça. Un de ces bons épisodes, les Contes de la Crypte. Qui eux aussi ont été influencés de toute façon par tout ce qui peut être quatrième dimension et tout, donc c'est ces tropes-là. Et puis bon, on n'a pas parlé de La Piel qui habite aussi, parce qu'Almodovar, carrément, c'est pas un remake du tout, mais c'est un vrai hommage. Hein. Oui, et puis il y a effectivement ce motif effectivement de la femme dont le visage est bandé et dont on n'aperçoit que les yeux, qui est un motif qui est hyper fortement, en tout cas, j'ai pas trouvé d'autres occurrences qui précèdent, mais certainement que ça existe, hein, certainement, mais je trouve que il y a quelque chose de matriciel dans Les Yeux sans visage, qui fait que quand on finalement, maintenant, aujourd'hui, on a ce type de visuel, on en reparlera dans nos recommandations. En tout cas, dans la mienne, il y a aussi ce visage bandé d'une femme dont on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Littéralement, il y a quand même ce truc-là où on est continuellement ramené à ce motif, aux yeux sans visage. En fait, on ne peut plus faire ça sans forcément qu'on invoque quelque chose d'héréditaire par rapport aux yeux sans visage. C'est assez étonnant, c'est un truc qu'il a vraiment, si c'est pas lui qui n'a inventé ce motif, en tous les cas, ce motif, maintenant, on le ramène de manière presque systématique aux yeux sans visage. C'est à voir à quel point, en fait, l'œuvre est importante. Alors, je vais te proposer une deuxième thématique dans la foulée. Ah, vas-y, je t'en prie. Pour le coup, non, mais peut-être chercher du côté de Epstein, Jean Epstein. Peut-être mais à vérifier, parce que c'est vrai que là, on aurait pu parler aussi, et on est pas loin d'une forme de certains endroits dans la cave et tout en mode néo-expressionnisme, mais très 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 léger, que Epstein avait transféré un peu à la française, notamment dans des chefs-d'œuvre, hein, La Chute de la Maison Usher. La meilleure adaptation. Qui, je pense, était pas mal en décor naturel aussi. Il y avait du Buñuel dedans, hein, je crois aussi en plus. Bon. Oui. À vérifier, mais bon, on va passer à l'autre thématique qui est d'autant plus passionnante parce que où est l'humain là-dedans? C'est ça la question. Voilà, c'est ça la question. Alors, je voulais te poser des humains et des hommes parce que alors j'avoue que c'est une thématique moi que j'avais travaillé pour le coup. Des animaux et des hommes, voilà. C'est un truc dont j'avais parlé finalement parce que tu l'as dit tout à l'heure hein, pour quand même rebondir sur ce que tu as dit alors. Tu as parlé justement où est le monstre parce que c'est la question aussi. Le masque convoque ces idées-là aussi. Qui est le monstre véritablement? Qui se cache sous? Où est le masque? Quel est le véritable masque qui est le masque de l'humanité, et qui cache derrière une monstruosité certaine, etc. Toutes ces questionnements-là, effectivement, sont présents dans le film.
Même évidemment, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette séquence-là, mais où le personnage d'Eddie Cobb retire son masque devant Edna et elle révélant son visage littéralement détruit dessous. C'est de la vraie horreur là, c'est vraiment. Là, on est dans une pure séquence d'horreur vraiment, parce qu'en plus, en termes de maquillage, c'est super, ça fonctionne très bien. Il y a un léger, t'as vu, il y a un petit léger effet de flou pour pas qu'on voit trop que c'est un maquillage, mais ça fonctionne super bien. C'est encore mieux. Du point de vue, du coup, tu comprends le cri derrière. Voilà. Et c'est vrai, pour le coup, le monstrueux arrive là, mais encore une fois, voilà, qui est le monstre véritablement? Il y a presque un effet de poupée gigogne, puisqu'il y a ce masque, effectivement, de latex, avec, finalement, ce masque, qui est le masque de la laideur, de la monstruosité, mais qui cache quelque chose encore en dessous. Donc c'est hyper intéressant. Il y a un effet de poupée gigogne de masques qui se mettent des sous-couches de masques sous des sous-couches de masques. Et donc, je voulais te poser la question, voilà, pour sortir un petit peu de ça, mais finalement, on va parler de la même chose, de la question du lien, parce qu'il y a quand même une importance vraiment capitale de la présence des animaux dans le film. Moi d'ailleurs je trouve que le personnage de Pierre Brasseur a quelque chose de très animal et fait presque écho à ces chiens qui aboient dans le sous-sol aussi. C'est assez curieux en fait. Je trouve qu'il y a vraiment une quelque chose finalement. Il y a un parallèle qui est fait entre les deux. Donc je voulais savoir un petit peu ce que tu en pensais de cette question-là. C'est passionnant parce que Georges Franju, avant donc de faire des longs métrages, il a fait des documentaires, souvent courts métrages, et il en a fait un qui s'appelle Le sang des bêtes. Tiens donc, qui questionnait justement la cruauté envers les animaux dans les abattoirs. Donc, je pense que c'est quelque chose qui le touchait sur le papier. D'ailleurs, il y a une scène en particulier avec les chiens, parce qu'ils ont des chiens. Il a des chiens, hein, notre monstre savant fou, pour faire des expériences dessus. Donc, on est dans l'exploitation animale. Hein. Et à un moment, on ramène un chien. Il y a je pense, une sorte de garde forestier, enfin, un responsable du chenil, pardon, qui dit oui, alors les gens non, bon, ils prennent des animaux parce qu'ils aiment bien quand ils sont petits, mais après à moitié du temps ils les abandonnent en forêt. T'as un discours en mode les gens, faites pas ça. Si vous prenez un chien, vous le gardez jusqu'au bout et vous l'aimez, vous l'abandonnez pas. Donc il y a un discours où on voit qu'il était attaché à la cause animale. Et alors là il y a tout un cynisme absolu. Et bon, là, puis là, surtout, et c'est notre Pierre Brasseur qui le dit. Oui, de toute façon, en plus, c'est la deuxième partie qui est la plus simple. En gros, il va les exploiter pour en faire une fois devenu adulte, il peut les exploiter pour ses expériences. Et il dit ça de façon cynique et détachée. Tu le dis, c'est presque, oui, c'est une sorte de monstre. Il a une d'ailleurs, quand il arrive dans cette séquence dont j'ai parlé, là, il rentre dans le manoir. Et c'est vrai qu'il a cette démarche un petit peu entre l'ours et le chien, peut-être, quelque chose comme ça. Et donc, tous ces chiens qui sont exploités, et en plus, évidemment, les colombes dans la cage, elle a des colombes, malgré elle, Christiane, la fille, qui sont eux aussi enfermés comme elle, qui sont d'ailleurs son reflet, c'est des oiseaux qui ont rien demandé, qui sont enfermés là, quoi. Et évidemment, à la fin, il y a la double libération des animaux. C'est-à-dire que les hommes là-dedans, alors l'homme principal n'est pas vraiment un humain, dans le sens où il a cette monstruosité psychanalytique, il a une folie, il est dans l'aliénation absolue, et c'est un cas psychiatrique à ce niveau-là aussi d'une certaine façon. Son bras droit, donc la dame, c'est même plus vraiment une femme humaine non plus, elle sert vraiment, c'est presque, oui, c'est ça, c'est son assistante, mais dans le sens où il la commande, quoi, comme un animal. Et la pauvre Christiane qui est enfermée comme un oiseau en cage. Et alors tous les gens autour qui gravitent, avec l'inutilité de la police, qui se fait blouser. T'as l'ex-fiancé qui essaye de comprendre, mais qui sait pas trop. Aussi. Ils sont tous hypnotisés un peu comme des moutons, si on veut, hein, d'une certaine façon. Et à la fin, il y a la double libération. Non seulement la fille libère les chiens, qui vont tuer, qui vont bouffer, déchiqueter le père, et les oiseaux, elle part en mode Disney avec à la fin. Donc il y a cette idée de, si on veut garder notre humanité, si on veut vraiment être humain, déjà, à la base, ne pas faire subir aux animaux ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse subir. Il y a aussi ce discours-là. Et c'est vrai que c'est une animalité absolue dans la monstruosité des actes du père qui font que ces actes qui font qu'il est pire. Enfin, les animaux à côté de lui, justement, sont plus humains. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est dans le bouquin de base, ça serait intéressant. Mais c'est vrai qu'on a cette idée du savant fou qui expérimente sur les bêtes aussi. Ce qui, pour l'époque, est assez intéressant aussi. C'est intéressant. C'est souvent montré au cinéma, en tout cas. Et puis un truc, moi je trouve qu'il est très, alors parce que pour le coup, tu as parlé de Frankenstein à plusieurs reprises, c'est vrai qu'il y a un truc très prométhéen aussi dans la démarche, c'est-à-dire que Prométhée qui est littéralement puni pour avoir voulu finalement s'octroyer le pouvoir de Zeus et donc qui se fait dévorer le foie
par ce grand aigle. Il y a quand même ce truc-là, et si on l'interprète comme, il me semble que c'est Platon qui l'interprète comme ça, quand Platon dit que l'interprétation platonicienne qu'on peut en faire, c'est que Prométhée, quand il se fait dévorer le foie, c'est finalement Prométhée dévoré par sa propre volonté de puissance. Il y a quand même ce truc-là qui est intéressant, où là, pour le coup, on pourrait, si on, comme tu l'as dit tout à l'heure, on apparente un petit peu les oiseaux, les colombes au personnage des Discob, et les chiens dans leur brutalité parfois, etc. aussi, dans tout le pulsionnel qu'il brasse au personnage de Pierre Brasseur. Il y a ce truc-là où à la fin, finalement, métaphoriquement, il est littéralement dévoré par sa propre volonté de puissance. Littéralement dévoré par sa pulsion très égotique. Je trouve ça vachement intéressant, en fait, d'utiliser à la fois, effectivement, les animaux pour pouvoir amener des éléments de dénonciation par rapport à notre rapport à l'animal, notamment dans le cas de la science, et ce qu'on peut en faire, les questions éthiques et bioéthiques qui sont brassées derrière, et en même temps, comme, effectivement, de manière très métaphorique, c'est-à-dire le chien comme, encore une fois, pulsion égotique, pulsion agressive, mais qui finalement va finir par littéralement dévorer celui qui a ce type de pulsion et qui ne les retient pas. Et pour le coup, ces colombes finalement, et qui, elles, effectivement, symbolisent de manière très directe, alors, de manière pas particulièrement subtile, mais ça marche très bien en fait, et ça ramène beaucoup au compte ce truc-là, notamment avec tout ce plan final. Elle est un oiseau en cage, comme ces oiseaux qui sont littéralement en cage. Et finalement, à la fin, on libère tous les animaux, y compris les chiens. C'est-à-dire que, et j'ai repensé aussi en le voyant, alors c'est peut-être de la surinterprétation, mais un film que moi j'aime énormément, qui s'appelle L'Orme de Valdimar Johansen, qui date d'il y a quelques années maintenant, ça va être 2021, il me semble, où on a beaucoup ce travail sur les animaux. Vous savez, c'est cette histoire entre un couple qui va récupérer un petit agneau, et cet agneau, il s'avère qu'il est à la fois humain et à la fois agneau, puisqu'il est le bébé du... Et moi, je trouve qu'il y avait beaucoup ce truc-là, où on suivait le chien, le chat qui était dans la maison, et qui regardait un petit peu, avec une forme peut-être de jugement, on ne sait pas, avec leur innocence, cet Éden dévoyé, qui était cette maison de ce couple, finalement, qui paraissait en surface tout lisse, mais qui cachait plein de secrets, le beau-frère, etc., qui convoitait la femme du père, etc., qui finalement pervertit tout ce qu'il y a autour d'eux. Et je trouve que c'est intéressant aussi de porter ce regard des animaux, l'innocence des animaux, qui finalement regardent le cirque de l'humanité, cet Éden un petit peu dévoyé, perverti par la bestialité, la monstruosité de l'humain. Et j'aime bien, enfin, peut-être qu'encore une fois c'est de la surinterprétation, mais j'aime bien essayer du regard porté des animaux sur le cirque des humains qui sont en train de faire les pires atrocités, et eux sont les premiers témoins, et ils ne comprennent pas. Le cirque, d'où ce thème musical très cirque aussi, d'emblée, qui peut faire une référence à Freaks aussi de Todd Browning dans certaines choses, mais il y a une idée là. Mais très très bonne idée pour L'Orme. En plus, ça me fait avoir une pensée pour notre amie Peggy qui nous a quittés, et j'avais parlé de L'Orme avec elle, et c'est un de ses films de coup de cœur de 2021 justement. Okay. Donc quoi, le destin fait bien les choses. Ouais. Et alors, la colombe. Bon, évidemment, cette idée de liberté et tout, mais aussi synonyme qu'à la fin, une fois libérée, elle est en paix avec elle-même, avec ses colombes c'est-à-dire qu'enfin, oui, elle a tué le père, quand même. C'est-à-dire qu'elle a été poussée au crime dans tout ça. Donc de toute façon, elle est corrompue aussi. Elle a été corrompue par l'accident causé par le père. De toute façon, tout est. Mais elle est quand même en paix avec. On le voit, elle est paisible. Elle va vers la forêt, tel un spectre, là, clairement, avec ses. C'est comme si c'est les oiseaux la portaient limite. C'est une force de fausse légèreté. Et là, les oiseaux, du coup, qui sont enfin sortis de la cage et qui vont pas avoir à se venger comme ils le feront dans les oiseaux de Hitchcock. Tiens, on en revient toujours à Hitchcock. Parce qu'il y avait un discours sur les oiseaux de Hitchcock, il y avait un discours écolo potentiellement. Donc, mais c'est passionnant, ça. Il y a des trucs comme ça qui reviennent. Et c'est vrai que c'est cette idée aussi cette question de modernité là qui exploite l'animalité. Et à un moment d'ailleurs, ce qui a la modernité qui est là et qui, à un moment, il y a une scène qui n'a rien à voir. Il y a un oiseau dans le ciel, un oiseau de fer, il y a un avion. Oui. Au moment où il profane la sépulture, ça fait du bruit. L'avion couvre les bruits, comme si la modernité aidait le savant fou à faire ses méfaits. C'est très intéressant. Je pense que Georges Franju ou un de ses scénaristes, vous voyez d'un très mauvais œil certaines formes de modernité. Je veux pas balancer, mais je crois qu'il s'inquiétait beaucoup de l'avenir avec ce film, je pense. Le film est très sombre, très noir sur notre rapport à la technique, à la médecine, au progrès. Je trouve que le film est très sombre et très pour le coup très marichelléen, frankensteinien si je puis dire sur le. Et Marie Shelley, rappelons-le, tu parlais de Prométhée, donc le Prométhée moderne Frankenstein, qui est à la fois
le premier roman de science-fiction, d'horreur, de monstres. Enfin, c'est ce qu'on peut dire. Je pense que c'est l'une des pierres angulaires absolues de la littérature. Ah, mais totalement. Alors justement, en parlant de Frankenstein, c'est intéressant parce qu'on parle de médecine, finalement d'aller travailler un corps. Voilà, sur le scalpel, puisque je t'ai proposé une séquence alors, qui finalement n'est pas particulièrement originale en tant que telle. Hein, c'était vraiment, voilà, je voulais te proposer un petit peu de me dire ce que tu en pensais. Donc il y a la fameuse séquence qui est un petit peu une séquence centrale aussi dans le récit, qui est la séquence de la chirurgie, avec donc le personnage d'Etna dont on va retirer le visage. C'est finalement le moment où on découvre un petit peu ce qui se passe dans ce sous-sol, parce qu'on n'en sait pas grand-chose jusqu'alors. On entend parler, on en sait, mais là, finalement, Franju va mettre plein projecteur sur ce qui se passait. Et en plus, cette séquence, elle ne cache rien. Finalement, elle est vraiment en pleine lumière, si je puis dire, du bloc opératoire, froid et blanc. Et voilà, je veux savoir un petit peu ce que tu en pensais, ce que tu peux en dire, et puis moi, je rebondirai après, pour le coup, sur cette séquence finalement importante du film. Et très forte. Là, le noir et blanc fonctionne mais hyper bien, et c'est là où il y a un côté quasi, alors, une forme de sadisme indirect dans cette scène, parce qu'il l'a fait durer, et elle dure, il y a les détails, on voit tout. C'est là où on est à la lisière d'un potentiel proto-giallo. Alors je pense qu'en 60, il y avait peut-être déjà des proto-giallo en 60 en Italie, ou en Allemagne, je crois qu'il y avait les crimi en Allemagne peut-être, je sais pas, qui essayaient de montrer avec des détails. Là c'est quand même sadique, où on voit le scalpel coupé tranquillement, où on voit que c'est faux, tu te dis, tu l'as dit tout à l'heure. Mais au tout début, ça fait grincer des dents. C'est là, je pense, qu'il y a eu des scènes de malaise d'ailleurs, parce que comme ça dure et que c'est mal à l'aise, on a tous potentiellement une phobie de se retrouver sur une table d'opération. C'est jamais agréable d'imaginer ça. Et on prend bien le temps. Et la force de ça, c'est ce noir et blanc et l'éclairage qui renforce tout. Les gros plans sur les masques et tout, dont on voit les yeux, donc des deux opérateurs, on va dire, des deux chirurgiens et son assistante. Et on voit, oui, c'est comme si le visage était retiré en forme de masque de latex. Tu en as parlé tout à l'heure, c'est l'effet miroir de ce masque que Christiane porte. Comme si déjà ce masque de latex, on l'avait retiré, enfin, c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas, qui ne lui va pas. Elle a peur d'avoir ça. Elle est mal à l'aise. En plus, il fait flipper ce masque. Oui, il est très J'ai un peu l'impression que l'ironie du sort et l'absurdité du truc fait que elle va avoir un autre masque de latex sur la gueule, hein, tout simplement. C'est ça le message. Et d'ailleurs, ça va pas prendre, la grève va foirer. Donc, et c'est dans la minutie du détail. C'est une scène qui a dû être quand même bien préparée parce que c'est pas évident, je pense. Il doit y avoir des conseillers techniques chirurgiens dans le coin, quand même, pour le maniement des choses. Et le fait, c'est de faire durer dans un silence assez blafard, je dirais, et sombre à la fois. Il y a pas de musique, on va pas rajouter des trucs derrière. Et pourtant, c'est assourdissant. Le silence est assourdissant, véritablement. Parce que comme elle est endormie, elle crie pas non plus, encore heureux, mais quelle horreur. Et eux, ils sont là, mais là, c'est le détail. Et puis ça transpire derrière, derrière les masques chirurgicaux. Tu sens que c'est comme si, d'ailleurs, parce que comme il a un masque, on peut imaginer ce qu'on veut, c'est comme si il avait à la fois peur de rater et tout, et qu'il prenait une sorte de plaisir aussi. C'est particulier, ça. C'est une scène qui a traumatisé pas mal de gens, visiblement. C'est vrai qu'elle est forte, puis il y a effectivement ce chant contre chant sur les regards, parce que c'est presque une scène de dialogue sans dialogue entre ces deux personnages-là, et on ressent en fait à travers le regard tous les jeux de pouvoir qu'il y a entre les deux. On a vraiment, je trouve, à certains moments, en fait, il y a quelque chose presque, voilà, lui a du pouvoir sur elle, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, presque il lui donne des ordres, il lui demande de faire des choses, elle est presque animalisée ou réifiée, elle est un moyen pour lui d'arriver à ses fins. Et en même temps, il y a des moments en fait où c'est plus ambigu que ça. On ne sait plus vraiment qui a le pouvoir sur qui, parce que finalement, sans elle, il ne ferait rien non plus. Donc finalement, il est dépendant d'elle aussi. Et je trouve que dans toute cette séquence, ce dialogue presque de regard, de chant contre chant, quand il lui demande des choses, on sent qu'il s'appuie aussi sur elle. Tu le dis, il y a le stress, on voit qu'il sue abondamment sur le front.
et que finalement il se raccroche aussi à son regard à elle. Je trouve que la séquence est au-delà de la question gore, gore entre grosses guillemets, hein, horrifique, un peu sale, un peu chirurgical, finalement. Il y a ce qui est plus important presque dans cette séquence, effectivement, ce sont les regards et la manière dont ils interagissent tous les deux, qui nous en dit beaucoup de leur relation très ambiguë finalement, de codépendance presque. Elle a cette dépendance par rapport à ce qu'il lui a fait effectivement et aux devoirs dont tu parlais tout à l'heure, mais lui, on n'est pas certain que sans elle, il y arriverait aussi. Et en même temps, tu dis, il y a cette ambiguïté entre une forme de sadisme qui est proche finalement au plaisir que peut prendre un médecin à faire un chirurgien à mener à bien un très très bel édifice technique, si je puis dire, parce que ça reste un technicien et de bien réparer les choses, et en même temps effectivement ce stress, parce que finalement il a quand même une attache émotionnelle, il sert quand même un but aussi émotionnel, alors égotique certes, mais émotionnel, qui est mine de rien de réparer l'erreur qu'il a commise sur sa fille. Donc finalement en réparant sa fille, il se répare lui-même, et je trouve que c'est hyper intéressant ce truc-là. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le traitement du sang dans cette séquence. Il y a un traitement chirurgical au sens strict du terme, où il n'y en a pas trop, c'est très chirurgical au niveau des versements de sang, mais le noir et blanc crée quelque chose de presque très littéraire. Il y a un truc très sang d'encre dans cette manière de traiter le sang très noir. J'adore moi ce plan final où finalement on a, tu l'as dit, ce masque de latex qu'on va retirer, et où on découvre finalement à peine, on n'a pas le temps pour pas voir la supercherie, puisqu'il n'y a pas de profondeur dessous, c'est juste un visage, on le voit si on s'arrête sur l'image. C'est un visage avec quasiment de l'encre sur le visage, que je trouve intéressant. Et ensuite, on a pour le coup, il me semble que c'est un zoom avant, c'est pas un travelling. Il y a un zoom avant sur le visage, et ça se termine quand on s'approche bien sur un fondu au noir. Et on finit finalement littéralement dans ce sang noir, et qui permet effectivement de ne pas révéler en plus la supercherie du trucage. Et je trouve que de cette manière, c'est admirablement monté. Et effectivement, la fin est révèle un peu la supercherie, effectivement. Je trouve qu'effectivement, le début, quand tu dis que ça fait grincer des dents, je trouve que les coups de scalpel sur le tour du visage sont extrêmement difficiles à regarder, encore aujourd'hui. Je trouve que ça fonctionne très bien. Parce que c'est chirurgical, que l'effet suivant est un peu plus spectaculaire, certes, mais encore une fois, même si c'est spectaculaire et qu'on voit la supercherie, c'est suffisamment intelligent et subtil pour que ça ait du sens, comme tu disais tout à l'heure, puisque ça nous ramène au masque de latex. Ce n'est déjà plus de la peau, c'est déjà un masque. Et donc, ça fonctionne très bien. Ouais, et puis ça met le spectateur, malgré lui, en position de voyeurisme. Hein. C'est difficile. Hein. Ouais, et vu que la même année sort le voyeur, Pippington, de Michael Powell, c'est aussi intéressant de questionner le regard sur des scènes de crime ou des scènes qui font peur comme ça. Et évidemment, une scène d'opération qui a été plus ou moins reprise dans le volte-face de John Woo pour la transaction, j'allais dire, oui, le transfert des deux visages de John Travolta à Nicolas Cage, bien évidemment, qui ne font plus qu'un au final. Dans notre tête, on sait plus qui est qui. Voilà. Non, mais c'est vrai que elle est pratiquement pas plan par plan, mais il y a des moments où t'as le même scalpel qui tourne autour, quoi. Voilà. Tout à fait, mais c'est vrai. Donc même le film a inspiré beaucoup. Même John Woo. Mais John Woo qui aimait beaucoup le cinéma français de cette époque, Melville et tout, donc peut-être qu'il est tombé aussi sur Franju. Bon, La Piel Capito, je me souviens pas s'il y avait une scène d'opération dedans, à vérifier, je ne sais plus. J'ai pas eu le temps de le revoir non plus, donc voilà, je sais plus. Peut-être, à voir. Peut-être qu'il y a un peu ce genre de choses aussi. Mais oui, évidemment, là, c'est là où les gens ont des malaises, normalement, dans la salle de cinéma, c'est cette scène-là. Et on peut comprendre pourquoi. Et j'ai vérifié, oui, les proto-giallo, là, un petit peu, oui, dans les années 50, il y en avait plein. Il y en avait, il y a même le giallo de Bertolucci qui date d'un petit peu avant, il y a effectivement les premiers Bava, les premiers Bava, c'est 60 aussi, il me semble, la fille qui en savait trop. Il y a Luigi Comencini aussi, qui a fait, oui. Donc, mais c'était en fait, c'est des films policiers qui commençaient à montrer des crimes, un peu, et c'est comme ça que, après, évidemment, le giallo a esthétisé, entre guillemets. Et c'est vrai que La Fille qui en savait trop, le premier vrai giallo, c'est 63. Donc c'est juste. Voilà. Et d'ailleurs, de mémoire, c'est dans 6 femmes pour l'assassin qu'il y a un tueur qui a le visage bandé, me semble. Qui a un masque sur le visage, oui, qui a effectivement. Voilà. Donc, je serais pas étonné que Bava ait eu un petit peu vent des yeux sans visage aussi. Voilà. Ah bah moi je pensais une évidence pour le coup, mais je pense que le giallo est certainement. Mais Argento, je ne peux pas ne pas penser non plus qu'Argento n'ait pas vu aussi Les Yeux sans visage. Il y a un truc. Même dans cette manière, effectivement, tu dis de traiter le thriller, parce que le film est aussi une sorte de thriller, c'est surtout, moi je pense même un thriller psychologique, avec des éléments effectivement horrifiques et qui ont quelque chose du proto-slasher. Je veux dire, c'est pas anodin, effectivement, tu en parlais tout à l'heure que Carpenter a été cherché là aussi, hein, c'est évident.
Et puis cette dichotomie, alors Carpenter lui il a littéralement enlevé l'accès aux yeux pour le coup pour rendre Michael Myers complètement inexpressif et de mettre lui il a joué plutôt le coup de mettre finalement quand on regarde Michael Myers dans les yeux, finalement à la place des yeux il y a un trou noir, on ne voit rien, c'est le mal qui est derrière et on ne peut se raccrocher à rien. Là effectivement ce qui est intéressant c'est que la dichotomie comme tu disais tout à l'heure entre ce visage inexpressif et ces yeux qui à l'opposé sont extrêmement expressifs et ça crée une sorte de dichotomie d'inquiétante francheté qui est excessivement déstabilisante. Là où Carpenter, oui, effectivement, lui joue le coup de l'absence d'yeux. Pour le coup, c'est les yeux sans visage, enfin, c'est le sans yeux et sans visage, si je puis dire. C'est ça. Pas d'yeux, pas de visage et pas d'âme. Michael Myers, pour le coup, n'a jamais été humain. C'est une sorte de mal absolu. Le mal absolu que Carpenter a croisé lui-même, apparemment, quand il était ado dans un hôpital psychiatrique, quand il faisait une sortie scolaire. Et c'est de là que ça vient. Voilà, c'est une anecdote que je tiens de Jean-Baptiste Toré, qui sort un livre sur Carpenter bientôt. On lui fait sa promo gratos. Si jamais il veut venir un jour à les émissions, il n'hésite pas. Parce que je pense qu'il a dû beaucoup aimer les yeux sans visage aussi. Je sais pas pourquoi. C'est marrant, c'est des traumas assez communs. Quand on parlait de Lynch il y a quelques temps avec Marienka aussi, l'idée que Lynch a croisé lui aussi cette femme nue dans la rue qui le fera incarner plus tard par Isabella Rossellini dans Blue Velvet, c'est assez marrant. On est sur des vrais traumas d'enfance. C'est comme ça que ça fonctionne souvent d'ailleurs. Les grands films entre guillemets d'horreur ou psychologiques comme ça, dans la tête des auteurs naissent soit de traumas, soit de cauchemars en gros, et hop, voilà ce qui se passe. Je suis sûr que Angustia de Bigas Luna, il est parti loin dans un délire de cauchemar. Enfin, il y a des, j'en sais rien. Je sais pas si c'est lui qui avait scénarisé d'ailleurs, peut-être pas, mais c'est comme l'antre de la folie. Je sais que c'est pas de Carpenter dans le scénario, mais là aussi il y a une idée de cauchemar. Il y a tout un truc. Mais c'est vrai que Lynch, de toute façon, oui, c'est un peu le cauchemar absolu de l'Amérique aussi. Et bon, est-ce que Lynch a vu Les yeux sans visage? Bon, je sais. Mais probablement, je pense que le film a tellement d'importance, je pense, de toute façon, que je pense que beaucoup de réalisateurs qui font du cinéma fantastique hors France ont vu le film. Je pense que c'est un film qui a quand même qui s'exporte, qui s'est vraiment exporté véritablement et qui a une renommée, si je puis dire, internationale. Alors, je sais pas si tu voulais rajouter des petites choses, Julien, dessus, ou si tu voulais qu'on passe à la partie, parce que j'ai quand même conservé ce qui est de recommandations. Ou si tu veux conclure, peut-être une phrase conclusive. On a été complet, peut-être pas, on n'est jamais complet, mais on ouvre la discussion aux commentaires, si vous avez, voilà, parce que c'est vrai qu'on peut rebondir aussi. Évidemment, on n'a pas parlé de tout, mais je pense qu'on a brassé l'essentiel de ce qu'on avait à dire. On aurait peut-être plus, pas facile à dire. Insister sur le côté conte, mais je pense qu'on a quand même bien l'idée aussi. C'est un conte macabre, psychologique. C'est un conte existentiel qui désincarne aussi. C'est un conte de l'absurde, de la non-existence au final, ou de l'existence vers une rédemption impossible, plutôt mégalo qu'autre chose. C'est très psychologique et très philosophique. Je pense que ce genre de film, tu dois te régaler de l'utiliser potentiellement avec des élèves. Bah, tout à fait. Pour peu qu'ils ne fassent pas de malaise, évidemment. Et pour les recommandations, je pense qu'aussi, on peut entrer dans la philo. Bah, totalement, oui. Indirectement. Alors, il y a un truc que tu m'as fait penser, quand même, une petite chose dont on n'a pas parlé véritablement, ce sont les deux flics. C'est juste une petite parenthèse, mais je trouve que c'est assez rigolo parce que pour le coup, c'est presque des sortes de parenthèses qui parfois flirtent avec la comédie parce qu'ils sont un peu ridicules, parce qu'ils sont complètement largués par ce qui se passe. Moi, j'aime beaucoup le côté un petit peu débonnaire du flic qui est incarné. Alors, je ne sais plus son nom, ça va me revenir. Alexandre Rignot. Voilà, Alexandre Rignot, que je trouve qui est assez irrésistible en fait dans ce rôle. Et il a joué dans Fantomas, hein, lui. Oui. Et un peu paternaliste avec un peu papa avec le personnage de Claude Brasseur. Il y a une relation qui est assez curieuse entre les deux persos et qui fait que le film à certains moments a un petit peu de légèreté face à cette lourdeur. Et je pense que c'est important dans un film lourd et sombre d'avoir des moments pour faire contraste un peu plus léger. Il a joué beaucoup de comédies, je vois, quand même, hein. Baron de l'Écluse, Don Camillo Monseigneur, ouais. Bon, oui, voilà, donc c'est pas un choix de casting hasardeux non plus, je pense. Voilà. Le personnage est assez amusant, en fait. Il y a un côté un peu truculent dans le perso, un peu en couleur que j'aime bien et qui, effectivement, là, que tu confirmes, on sent que c'est presque un personnage de la comédie qui a été déporté dans ce milieu-là. C'est le personnage de l'inspecteur ou du commissaire, je sais plus, joué par Claude Pieplu dans les aventures de Rabbi Jacob. Le gars, il est à côté. C'est pas grave. Mais on pousse pas l'humour non plus trop.
Le film Voilà. ne joue pas trop sur l'humour. Vous n'avez pas une petite musique ridicule qui l'accompagne, par exemple. Tout à fait. Mais ça crée des petits moments de légèreté qui permettent de créer du contraste avec la noirceur presque de ce qui se passe dans les sous-sols du manoir. En fait, c'est assez curieux, mais je trouve en fait très très juste aussi. En fait, c'est-à-dire que malgré l'étrangeté que ça crée par rapport au climat général, c'est finalement très juste en fait. T'as l'ironie. T'as l'ironie oui. Quand le personnage du docteur dit oh ben moi quand mes malades sortent de ma clinique, je les contrôle plus. Oui bah. Allez faire un tour dans le manoir peut-être. Non. Non. D'accord, docteur, désolé de vous avoir dérangé. Allez, au revoir. Et une scène, tu vois, complètement, mais avec un gamin qui monte des doigts à un gamin qui a pas l'air. C'est très étrange. J'ai l'impression qu'il manipule même ses patients. Enfin, c'est un peu glauque. Oui, c'est un peu glauque à des moments. Effectivement, il y a des trucs très bizarres. Hein. Tu n'as pas peur. Hein. Nous sommes des amis. Chut, touche pas trop fort. Tu vas me dire combien j'ai de doigts? Hein? Combien? Combien? 3. Et cette fois, combien? 3. Non. 2. Alors, docteur, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai bon espoir. Dites, docteur, vous me le sauverez. Bien sûr. Ayez confiance, allez. Votre pronostic? Et le vôtre? Nous sommes d'accord. Alors tu parles d'une recommandation justement, Julien, alors qui était aussi philosophique. Alors je t'en prie je proposerai la mienne derrière. Alors philosophique, tout est philosophique quand on réfléchit un peu sur l'humain, mais sociétal aussi. Un film qui a fêté ses 50 ans il y a pas longtemps. J'en avais parlé sur ma chaîne, mais autant le recommander ici parce que je trouve que dans une forme d'horreur psychologique qui n'en est pas, qui ne dit pas son nom, on dit, ça se pose là. C'est Dupont-la-Joie. Alors Dupont-la-Joie, c'est sorti en 1975, réalisé par Yves Boisset. C'est quand même son œuvre, on va dire, culte, qui est un véritable drame humain dans le sens où ça parle du racisme français envers les immigrés qui venaient notamment du Maghreb et de l'Algérie après la fin de la guerre d'Algérie des années après, et évidemment en pleine crise économique des années 70, les franchouillards qui disaient « Oh, ben c'est de la faute de... » tout ça. Alors, c'est un film qui est terrible parce qu'il part sur une sorte de comédie beauf. T'as un peu l'impression, c'est pas trop où est le point de vue, mais très vite tu bascules dans une forme d'horreur, parce qu'il y a quand même du viol, il y a quand même... C'est atroce. C'est atrocissime. Et on rejette tout sur des gens qui n'ont rien demandé, qui sont là pour construire la France en plus, qui sont là pour certes vivre une meilleure vie, comme c'est l'histoire de l'immigration. À un moment, regardez comment l'Amérique s'est construite. Hein. Ça, certains Américains ont tendance à oublier que même certains de leurs arrière-grands-parents étaient dans une situation identique que certains immigrés aujourd'hui qu'ils rejettent. C'est l'histoire de l'Amérique, mais pas que de l'Amérique. C'est l'histoire de ces grandes puissances mondiales qui ont colonisé et qui après s'étonnent que certains pays qui se libèrent et tout, certains veulent venir en France parce que finalement, on a vendu la France parfaite, on va travailler, on va offrir nos services à la France pour faire des boulots que les Français veulent pas faire, tout ça, et après ils sont rejetés. Et là, alors là, c'est terrible. Hein. C'est d'une violence, c'est cru, hein. C'est âpre comme film. Et on est dans une forme d'horreur parce que c'est très réaliste, c'est palpable, on sent. Alors, au-delà même du camping beauf et tout, finalement, c'est une France profonde. C'est une France profonde qui est complètement paumée aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un discours là-dessus. Pourquoi ces gens sont racistes? On essaye de titiller le truc sans les excuser.
qui questionne aussi l'humanité. Hein. Comment peut-on arriver à être tel qu'on est, voilà. Que ce soit donc dans les tueurs en série, pourquoi ils tuent, pourquoi quelqu'un peut être haineux envers quelqu'un d'autre, souvent parce que la société derrière les abandonne un petit peu et fait passer les mauvais messages. Et donc là, c'est d'une violence totale et on est dans l'horreur parce que c'est très routinier malheureusement et 50 ans après, disons que il y a des échos qui peuvent voilà, quand on voit ce qui s'est passé récemment dans les rues de Paris, alors là c'était contre des antifascistes, mais si ça avait été des descendants d'immigrés, ça aurait été la même, lors d'une projection c'était à Lyon, hein, je crois d'ailleurs, projection d'un film de Costa Gavras, qui a dû être ravi en apprenant ça, voilà, qui est quand même un cinéaste très à gauche et antifasciste, et qui s'est fait détourner son film Z par un groupuscule, on va dire d'extrême droite au sens large, pour pas trop dire de mots grossiers, ce qui est déjà voilà, qui sont venus tabasser gratuitement et tuer, hein. Je crois qu'il y en a un qui est mort, hein, malheureusement, il me semble, je sais plus. En tout cas, ça a été très grave. Voilà. C'est très violent, oui. Très violent. Et malheureusement, bon, toujours s'intéresser aux causes, mais constater les effets qui font mal, même 50 ans après. Donc ce film est je pense, d'utilité publique. Certes, les choses ont changé sur certains points, mais bon, encore, crise économique, quand des gens se sont abandonnés par certaines choses, ils se tournent toujours vers les mauvaises solutions parce qu'on n'a rien à leur offrir aussi. Et là, c'est l'histoire de personnes qui finalement se rendent dedans alors qu'elles auraient un ennemi commun, en fait, mais c'est l'histoire d'aujourd'hui aussi. Voilà, c'est l'histoire d'aujourd'hui. On voit beaucoup de gens qui sont opposés idéologiquement pour des raisons qui les regardent et des fois c'est violent, mais ils regardent pas le bon ennemi. Voilà. D'accord. L'ennemi, il n'est pas forcément venu d'ailleurs. Hein. C'est une métaphore, allégorie des invasions extraterrestres. Parfois, on voit que l'ennemi est déjà sur la Terre. Voilà. C'est ce que dit très bien Carpenter dans The Thing pour citer qu'un seul, hein, mais l'ennemi intérieur, oui. Et Dale dans des livres. D'ailleurs, à un moment, on parlait, tu sais, le masque, les masques. Mais totalement. Et tout, on en revient à Psychose d'ailleurs aussi un peu. C'est très intéressant ça. La merde en Psychose, c'est les masques derrière les lunettes noires de Nada dans les masques. Tout est lié. Tout est lié. Les yeux sans visage ou les visages sans visage. Non mais c'est ça. Il y a tout un. Moi, c'est un film que j'ai au passage pour revenir sur ce que tu disais sur Dupont la Joie, mais c'est un film que j'ai vu une fois et que je ne peux pas revoir. Hein. C'est un film que je c'est dur à revoir. D'une dureté, d'une violence, d'un sordide que je ne peux pas. J'y arrive pas. Et le pire, c'est que tu sais pourquoi c'est dur. Alors bon, outre les scènes atroces, etc. Oui. Tu te dis, on pourrait, si on avait mal tourné d'une certaine manière, on aurait pu tous être des Dupont la Joie. Oui, mais c'est ça le pire. Des hommes blancs comme toi et moi, par exemple, qui avons une chance dans cette société. Hein, nous n'avons pas de discrimination aux faciès. Tout à fait. Et des gens comme nous, entre guillemets, qui peuvent se sentir d'une certaine puissance et tout, dans leur détresse, vont essayer de reporter leur souffrance en haine vers les autres. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que le message du film, je pense, à l'époque, c'était attention, vous pouvez tous potentiellement être des Dupont la Joie en puissance. Réfléchissez un petit peu avant de penser et d'agir. Et penser avant d'agir aussi, c'est pas mal. Alors moi, juste la petite record, elle est peut-être... Le film c'est un film que moi je trouve qui m'a énormément marqué. Alors là, c'est plutôt sur des questions pour moi visuelles et peut-être sur la question du rythme aussi, parce que c'est un film qui s'approche, qui est Goodnight Mommy de Séverin Fiala et Veronika Franz, qui sont deux auteurs autrichiens qui sont très dans l'école Haneke, qui ont été produits d'ailleurs. Merci Kefren. D'ailleurs, je salue Kefren puisque j'avais pas remarqué en voyant le film qu'il a été produit par le même producteur que Haneke, donc je vous conseille au passage leur dernier film qui s'appelle The Devil's Bass, qui est un film incroyable. Et donc pour le coup là c'est un film, donc le Goodnight Mommy est leur premier film, donc ils sont, alors je crois que c'est la tante et le neveu, pour le coup c'est co-réalisateurs. Et donc ça raconte l'histoire, et c'est ce qui est intéressant, ça raconte l'histoire de deux jumeaux. Alors ça brasse évidemment, c'est un vrai film fantastique avec le vrai travail sur tout ce qu'on peut avoir autour d'inquiétantes étrangetés avec la gémellité. Donc ce qu'on trouve dans The Other, par exemple de Robert Mulligan, des films comme ça, qui est vraiment transposé ici. Deux jumeaux dans la mer. Faux semblant de Cronenberg. De Cronenberg. Alors là, il y a le côté où c'est des enfants en plus, donc ça rajoute une couche aussi sur le regard qu'ils portent sur le monde des adultes. Et donc ils le voient un soir leur mère partir. Tu l'as pas vu, que je n'ai pas encore vu. The Monkey de House Perkins.
Voilà. Et alors, Donc, sur lequel je ne ferai j'ai aucun pas, commentaire. j'ai pas écouté ton impro ciné-critique justement parce que je vais le découvrir avant, mais je vais écouter après, mais je sais pas pourquoi j'anticipe un petit peu, je ne sais pas. Ah, je ne dirai rien. D'accord, je découvrirai ça. Et donc là ensuite, deux jumeaux, leur mère part un soir, elle ne rentre pas. Ils passent la nuit d'ailleurs tout seuls, et le lendemain, leur mère rentre, le lendemain matin, et elle a le visage intégralement bandé, on ne voit que ses yeux. Et les enfants commencent à se poser la question si c'est véritablement leur mère qui est revenue ou pas, parce qu'ils trouvent en plus que le récit qu'elle leur raconte de cette nuit est un peu fumeux, elle a des comportements un peu étranges, elle s'enferme beaucoup dans sa chambre, il ne voit plus son visage, quand elle débande le visage pour notamment mettre des éléments pour pouvoir la soigner, elle ne les laisse pas le voir, donc ils se posent des questions sur l'identité de leur maman. Et cette paranoïa qui va monter entre ces deux jumeaux va les mener extrêmement loin dans les rapports qu'ils vont entretenir avec cette femme. Est-elle leur mère ou pas? Ça, c'est à vous de découvrir. C'est un film hyper étonnant, c'est un film très dur, c'est un film très très dur, très froid. On parlait du Pont la Joie, des séquences moi qui m'ont énormément choqué en le voyant, qui fait que je ne peux pas le revoir. Alors, j'arrive plus facilement à voir Goodnight Movie parce que j'ai quand même ce recul du fantastique qui fait que j'arrive plus aisément à le voir. Mais il y a des séquences qui sont extrêmement dures, qui sont filmées avec une sorte de froideur assez clinique, et c'est pour ça aussi les rapports qu'on peut faire aussi avec les yeux sans visage. Ça touche beaucoup au visage aussi dans la violence. Donc il y a des trucs qui sont vraiment très compliqués. Il y a un rythme qui est très très lent, très lancinant même. On est toujours dans cette hésitation constante entre est-ce que ce que l'on voit est véritablement la réalité ou est-ce que c'est le point de vue biaisé de ces deux jumeaux qui sont terrifiés, apeurés, qui se sont sentis abandonnés, qui ont une histoire dont on ne dit pas grand-chose, mais qui semble très compliquée. On ne sait jamais où on est. Il y a quelque chose, on parlait de la 4e dimension, c'est pareil, il y a quelque chose derrière tout ça qui est très proche dans, je dirais, sa structure de récit de ce que pourrait être la 4e dimension, d'un épisode de la 4e dimension aussi, mais traité de manière très différente, très autrichienne si je puis dire, sans vouloir essentialiser le cinéma autrichien, parce que c'est pas le but, mais il y a quelque chose, encore une fois, bon, si ce n'est autrichien, de très Hanekien, si je puis dire de manière posée, mais j'aime pas Haneke, par définition, c'est un réalisateur avec qui j'ai beaucoup de mal. J'entre beaucoup plus aisément dans le cinéma de Véronica France et de Séverin Fiala. Donc à découvrir, c'est un film, encore une fois, il faut y aller pour un public très averti, parce que moi, comme je disais tout à l'heure, du Pont la Joie, je détourne le regard sur certains trucs. Là, c'est un film qui me fait détourner le regard à plusieurs reprises. Il y a des séquences, notamment de torture, qui sont particulièrement difficiles à regarder. Donc je préfère mettre ce petit disclaimer quand même. C'est un film très difficile, mais complètement fascinant. Et certainement, de toute façon, que Séverin Fiala et Véronica France ont vu Les yeux sans visage, c'est indéniable. Ça, c'est probable. Et je me rends compte que le dernier film... Ah si, il est sorti au cinéma de Devil's Bath, je l'ai complètement raté. Oui, mais il y a eu très peu de copies pour le coup. Et alors par contre, oui, attention, le Goodnight Mommy n'allait pas voir La Purge Innommable, évidemment, qui est un remake avec Naomi Watts, sorti sur Amazon Prime. Je le glisse comme ça, mais parce qu'on sait jamais, vous cherchez... et vous tombez sur ce truc-là en vous disant je vais aller voir Goodnight Mommy, c'est vachement bien, vous allez être fortement déçu si vous allez voir cette purge. Mais c'est une parenthèse, voilà. La pauvre Naomi Watts, quand même, qui a fait des grands films, dont Mulholland Drive, Tout à fait. qui pose le double autrement, on va dire ça comme ça. Alors ceci étant dit, elle est plutôt pas mal dans le remake de Goodnight Mommy, elle est bien, hein. Elle, ça ne change pas, elle est talentueuse, mais le film est globalement catastrophique. Voilà, c'est une parenthèse, mais voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Goodnight Mommy du tout, eu égard à sa froideur aussi, peut-être qu'ils seront plus attirés par la version américaine, j'en sais rien. Mais je vous conseille de voir l'original quand même, déjà dans un premier temps. D'accord. Oui. Je l'ai vu, déjà, Goodnight Oui. Mommy. C'est une expérience, Je l'avais vu, je crois que c'était avant un Halloween, et j'ai même pas fait de vidéo dessus en mode, je le reverrai. Voilà. Une fois débarrassé du final qui révèle des trucs. Oui. Voilà, parce que... Oui, c'est un film à spoiler, si vous voulez. Alors, c'est vrai aussi, tout à fait. Il y a un twist qui me fait penser à un autre film, mais je ne dirai pas lequel, sinon vous... Ah, tu vas me le dire en off, parce que je veux savoir auquel tu t'as fait penser. Ah non, mais c'est tiré par les cheveux, c'est un film de fantôme avec Nicole Kidman, voilà, j'en dis pas plus. Ah ouais, d'accord, très bien. Mais bon, c'est tiré par les cheveux, mais dans l'idée... Mais je vois l'idée, je vois l'idée. C'est flippant, ouais, c'est ça. C'est un film, oui, les yeux sans visage, d'une manière ou d'une autre. Il y a de ça. Et puis il y a ces masques d'innocence des enfants aussi qui cachent quelque chose aussi, certainement. Ah oui. Et puis c'est littéralement un masque puisqu'on joue sur la géminité aussi, donc ils portent quasiment le même visage. Enfin, il y a un truc intéressant, je trouve, là-dedans,
qui, moi, m'évoque énormément. En tout cas, Les yeux sans visage. Donc, Julien, je vais te remercier du fond du cœur, en tous les cas, pour ce premier épisode de Gok. La Gok, c'est joli. C'est très joli. Gok, qu'on a failli appeler Cac à un moment, donc c'était perdu. C'est pour cette histoire. On a bien goqué. Voilà, nous avons goqué. Nous avons goqué gaiement et nous sommes heureux. Et on se retrouvera pour un futur épisode de Gok qui sera certainement en couple, si je puis dire, avec un épisode du journal de Mickey. Maintenant, voilà, on a ces trucs-là. Gok et le journal de Mickey, c'est une belle saga. C'est joli parce que ça pourrait faire un joli titre de film japonais, ça. Gok et Mickey. Voilà. Aussi bien, ça veut dire quelque chose en japonais que Gok et Mickey. Je ne sais pas. C'est vrai. À vérifier. J'espère que c'est pas un gros mot, surtout. Voilà. Tout à fait. Alors, en passant aussi, un jour peut-être, alors je ne sais pas, Mickey peut-être tournera en France et peut-être qu'un jour nous pourrons faire un crossover entre le journal de Mickey et Gok. Je ne sais pas. Qui sait, je ne sais pas. Imagine. Mais c'est incroyable. Non, mais... En tout cas, je vais te remercier du fond du cœur, mon cher Julien. Et merci de ta présence, d'avoir accepté ce projet. Et puis j'ai hâte que nous continuions nos pérégrinations pour le coup dans le cinéma de genre français. Et puis nos pérégrinations chez Mickey au Japon pour le coup sur ta chaîne. N'hésitez pas à commenter, nous donner votre avis sur le film en question, sur les autres films dont on a parlé, parce que finalement on a parlé de plein d'autres films, c'était l'occasion. Et puis écoute, je vais te souhaiter une très très bonne soirée, mon très cher Julien, et te remercier encore une fois du fond du cœur. Et puis te dire merci. À très très bientôt. Toujours l'accueil chaleureux, merci beaucoup. J'en suis ravi. Et toujours une venue chaleureuse aussi de ton côté, donc merci beaucoup. À très bientôt, salut, ciao.